Voilà, donc je vais commencer cette présentation. Oussama me succédera pour rentrer dans l'exploration concrète de la façon dont l'économie numérique va bouleverser dans les années à venir la protection sociale. On ne pouvait pas faire une conférence consacrée à la protection sociale sans vous montrer d'abord un portrait de Bismarck. Vous savez que Bismarck est l'un des pères de la protection sociale moderne, puisque quand il était chancelier de l'Allemagne, il a créé les premiers régimes corporatistes de couverture des ouvriers contre les risques les plus critiques auxquels ils étaient exposés dans leur existence. Il l'a fait en grand stratège, il est connu pour ça, il l'a fait en grand stratège pour contrer et neutraliser l'influence du mouvement ouvrier sur les ouvriers et prévenir autant que possible leur radicalisation par les idées marxistes. L'idée, c'était de dire que si les ouvriers sont sécurisés dans leur parcours, sont protégés contre les risques les plus critiques de l'existence, alors ils seraient moins sensibles aux sirènes de partis de dirigeants politiques et d'un mouvement qui prônait la révolution et la dictature du prolétariat. Alors, la première partie, celle que je vais faire, est pour vous expliquer, pour partager avec vous la vision qu'on a ici à The Family de la façon dont se passe ce processus, la transition numérique de l'économie, et en quoi ça impacte la protection sociale, pour une raison assez simple. En réalité, c'est que la protection sociale, c'est un pilier de l'économie telle qu'elle s'est développée tout au long du XXe siècle. Et la transition numérique, le terme de transition signifie bien ça, déclenchée par un phénomène brutal, assez violent et assez soudain qui était la révolution numérique. La révolution numérique, ça culmine dans les années 90 avec l'ouverture d'Internet à grande échelle à des applications civiles, l'amorçage des premières startups de l'économie numérique, l'introduction en bourse. Beaucoup s'en souviennent de Netscape en 1994 qui a lancé cette bulle spéculative et permis le financement du déploiement de cette immense infrastructure et l'amorçage d'entreprises qui, pour certaines, sont devenues aujourd'hui les plus grandes entreprises du monde. Donc la révolution numérique, c'est un moment ponctuel qui dure à peu près du milieu des années 90 à l'explosion de la bulle spéculative en 2000. Et cette révolution, elle amorce un processus beaucoup plus long, beaucoup plus progressif, qui affecte l'économie et la société dans toutes ses dimensions et qu'on appelle la transition numérique de l'économie. Alors transition, ça dit bien son nom. La transition, ça nous fait passer d'un paradigme à l'autre. Un paradigme, ce n'est pas une réalité concrète, c'est une représentation du monde. C'est un modèle de compréhension du monde, de comment s'articulent les différentes composantes d'une société pour permettre à l'économie de créer de la valeur et de redistribuer cette valeur à tous les membres de la société. Et il se trouve que le paradigme que nous sommes en train de quitter, qui est le paradigme qui nous est très familier, parce que c'est le paradigme de la production de masse et de la consommation de masse. Donc la production de masse, c'est les grandes usines qui produisent en très grande série des produits standardisés et si possible pas chers. Et la consommation de masse, c'est l'arrivée de ces produits sur des marchés très larges et la consommation par des consommateurs sécurisés dans leur pouvoir d'achat. Et la protection sociale, il se trouve que ça a été l'un des piliers essentiels de ce paradigme. Ça l'a même en quelque sorte concrétisé. Ça a déclenché, quand on a mis en place la protection sociale dans des circonstances très différentes d'un pays à l'autre, évidemment, ça a déclenché une très longue phase d'expansion, c'est-à-dire c'était un peu le pilier qui manquait pour permettre le bouclage économique de tout ça et permettre à la société de se développer à l'économie de se développer de façon harmonieuse. Donc ici vous avez quelques traces de cette histoire glorieuse et surtout des figures qui ont été à l'origine de la mise en place de la protection sociale moderne des deux côtés de l'Atlantique. C'est très important quand on parle d'économie numérique de toujours se centrer sur les États-Unis parce que c'est un peu le pays qui donne le rythme et qui devance tous les autres dans l'avancement de la transition numérique. Donc aux États-Unis, la protection sociale, elle est plus ancienne que chez nous, en quelque sorte, dans sa forme actuelle. Elle date du New Deal, de l'arrivée à la présidence de Roosevelt en 1933 et en 1935, une loi majeure qui met en place le premier régime public fédéral de retraite que les Américains appellent, comme vous le savez, la Social Security. Et derrière Roosevelt, sur cette photo, vous voyez sa secrétaire au travail, le Labor Secretary, qui était à l'époque la première et la seule femme d'ailleurs du gouvernement de Roosevelt, qui est la mère de cette Social Security qu'elle a conçue, pensée, défendue comme activiste, puis mis en place quand elle est finalement parvenue au pouvoir auprès de Roosevelt. Chez nous, en France, il a fallu attendre la guerre pour faire table rase
et pour, en quelque sorte, aligner les intérêts quand il s'agit de reconstruire le pays. L'un des piliers de cette reconstruction, c'était la protection sociale. Et parmi le programme du Conseil national de la résistance, il y avait la mise en place d'une sécurité sociale universelle censée couvrir tous les travailleurs contre la peur du lendemain, contre les risques critiques auxquels ils étaient exposés dans leur existence, c'est-à-dire celui d'être victime d'un accident du travail, celui de tomber malade et de ne plus pouvoir travailler, celui de perdre son emploi et d'avoir besoin d'un revenu de remplacement, celui de vivre trop vieux avec une condition physique ne permettant plus de travailler, celui d'avoir des enfants et de ne pas pouvoir faire face aux dépenses que ça occasionne pour une famille. Bref, tous ces risques-là étaient jugés suffisamment critiques pour mériter la mise en place de régimes couvrant les individus contre les accidents de la vie. Alors, si la protection sociale est un pilier de l'économie de masse, c'est parce qu'elle a permis un bouclage absolument fondamental. C'est parce qu'elle a sécurisé les ménages dans leurs revenus, qu'elle a organisé le remplacement de leurs revenus quand ils perdaient leur travail ou quand ils ne pouvaient plus travailler, qu'elle a mis en place un certain nombre de services qui permettaient de continuer sa vie sans avoir à faire des changements radicaux de niveau de consommation, etc. C'est ça qui a permis aux entreprises de la production de masse d'écouler sur le marché, de planifier la production de très longues séries sur plusieurs années. C'est parce qu'elles avaient la garantie que les ménages sécurisés et solvabilisés par la protection sociale seraient en mesure d'acheter des voitures, des machines à laver, des maisons, etc. Bref, c'est grâce à la protection sociale qu'on pouvait, dans le paradigme de l'économie de masse, s'endetter sur des très longues périodes pour consommer toujours plus. Alors évidemment, ce paradigme, on le sait, on a payé pour le savoir, est en crise depuis très longtemps déjà. L'une des premières manifestations de cette crise, ce sont les chocs pétroliers des années 70 qui ont provoqué un renchérissement d'une ressource qui était absolument essentielle pour le développement de ce paradigme. Si on pouvait produire en masse et consommer en masse, c'est parce qu'il y avait un intrant abondant et peu cher qui permettait d'irriguer et de propulser cette économie et qui était le pétrole. Et quand le pétrole s'est mis à coûter plus cher dans les années 70, on a vu que ça a déréglé un peu toute la mécanique. Ça a été un choc pour les ménages, ça a été un choc pour les entreprises et ça a rompu un peu l'équilibre qu'on avait trouvé entre le système productif, le système financier et la protection sociale. Et donc la crise du paradigme de l'économie de masse qui s'est amorcée dans les années 70, qui n'a cessé de s'aggraver depuis dans maintes et maintes dimensions, elle a entraîné évidemment la crise de toutes les composantes de ce paradigme, à commencer par la protection sociale, qui fait l'objet depuis la fin des années 70 et un peu plus chaque année, je dirais, d'un effort permanent et jamais démenti de serrage de boulon, d'où l'image que je vous montre là. Alors le serrage de boulon, on sait tous ce que ça signifie pour la protection sociale, c'est chaque année on paye un peu plus pour recevoir un peu moins, parce qu'il faut sans cesse combler ce déséquilibre qui se creuse entre les recettes issus des cotisations et des contributions sociales, et puis les dépenses qui sont occasionnées par le versement de pensions de retraite aux salariés, par le remboursement des soins à ceux qui ont cotisé à l'assurance maladie, par le versement d'allocations familiales à ceux qui ont des enfants, etc. Alors le serrage de boulon, ça montre qu'on est dans une dynamique qui est commune à toutes les grandes organisations depuis que s'est amorcée la crise du paradigme de la production de masse. C'est une dynamique d'optimisation. Dans cette dynamique d'optimisation, il y a les organisations qui réussissent à optimiser sans dégrader la qualité de service ou à optimiser en continuant de baisser leurs prix. Puis il y a les organisations qui ont plus de mal. D'une certaine manière, la protection sociale et ses différentes composantes font partie de cette catégorie-là parce que cette crise de la protection sociale, elle a une double dimension. Je dirais la première dimension, c'est une crise de performance. Dans toutes nos interactions avec le système, direct ou indirect, alors direct, par exemple, quand on perçoit des pensions de retraite, indirect, quand on se rend à l'hôpital, qui est financé par l'assurance maladie, on est confronté à l'expérience brutale de cette crise de performance. C'est-à-dire, on a l'impression que ça marche de moins en moins bien. On sent bien, en fait, dans l'expérience quotidienne que les ressources manquent et qu'il faut faire des économies, qu'il faut serrer les boulons. Donc, après, évidemment, on va éviter la séquence café du commerce, mais les urgences sont un sujet récurrent. Tous ceux qui font l'expérience des urgences
sont effarés par le temps d'attente, par le chaos qui règne, par la désorganisation. Et ça, c'est une manifestation d'une crise beaucoup plus large, beaucoup plus systémique, qui touche le système de santé dans toutes ses dimensions. Et puis du côté des pensions de retraite, on a depuis à peu près le début des années 90 une série de réformes successives qui, en modifiant tendanciellement les formules de calcul des pensions, provoquent tendanciellement sur le long terme une dégradation substantielle du pouvoir d'achat des retraités. Alors, crise de performance, enfin, qui se voit dans quelque chose dont on a un spécialiste au premier rang, qui est les comptes sociaux. Alors, les comptes sociaux, la dérive et la crise du système de protection sociale, elle se voit notamment dans le gonflement permanent d'une composante de la dette publique qui préoccupe beaucoup les spécialistes parce qu'elle est contre nature. Normalement, la protection sociale se finance chaque année en couvrant ses dépenses par les cotisations et les contributions de ceux qui en bénéficient. Et le fait de la financer en partie par de la dette, c'est ce qu'on appelle la dette sociale, constitue une anomalie de ce point de vue. C'était considéré, quand ça a été mis en place en 1995, comme une exception temporaire, une fenêtre qu'on allait vite refermer. Et en fait, on n'arrive pas à contenir l'augmentation de cette dette. Et donc la crise, elle se voit à cette dérive des comptes sociaux qui aggrave la tension et qui provoque cette dégradation des performances. Alors la deuxième dimension de la crise, elle est d'une certaine manière encore plus préoccupante, c'est une crise de légitimité. C'est-à-dire qu'à force de constater que le système marche de moins en moins bien, à force de constater qu'il faut payer toujours plus pour recevoir toujours moins, ça provoque des tensions politiques tangibles à laquelle il y a différentes manières de répondre. Alors, à gauche, la gauche réformiste y répond en essayant parce qu'elle est attachée aux valeurs qui font de la protection sociale, aux valeurs des garanties collectives, à la solidarité de tous pour affronter les dangers auxquels sont exposées les nations. Et bien parce qu'elle est attachée à la protection sociale, elle a à cœur de la réformer, d'essayer de la réconcilier d'une manière ou d'une autre avec ses assurés, ses cotisants. Et donc ça donne un certain nombre d'efforts, d'initiatives, pas toutes couronnées de succès, mais à la fois pour reconstruire un discours politique autour de la protection sociale. Ça, c'est un effort considérable qu'ont fait les nouveaux démocrates américains à partir des années 80 et les nouveaux travaillistes au Royaume-Uni à partir de l'arrivée de Tony Blair à la tête du Labour en 1994. Et puis ça s'est traduit aussi par des réformes concrètes, des investissements massifs dans le système hospitalier, le système éducatif au Royaume-Uni. La tentative de mettre en place une assurance maladie universelle avortée en 1994 aux États-Unis et qui sera finalement réussie dans des conditions un peu plus précaires beaucoup plus tard par Obama, mais ça on en reparlera après. Bref, donc ça c'est la réponse de gauche. C'est pour préserver la légitimité politique de la protection sociale, on essaie de la réformer pour améliorer ses performances, pour la réconcilier avec les citoyens. La réponse de droite est beaucoup plus radicale. Alors, à droite, vous avez ici un militant du Tea Party, c'est de dire, puisque tout ça ne fonctionne pas, eh bien, il faut s'en débarrasser. D'ailleurs, on l'a toujours dit, aux États-Unis, comme vous le savez, depuis le New Deal, il y a toute une frange du paysage politique qui considère que la protection sociale est illégitime, qu'elle est un accident de l'histoire et que la mission de la droite américaine est d'y mettre fin par tous les moyens. Et ça a pris une radicalité inédite avec l'émergence du mouvement du Tea Party et le phénomène assez nouveau qui est que les principaux bénéficiaires objectivement du système, c'est-à-dire les personnes les plus modestes, sont parfois aussi les critiques les plus virulents de ce système et ceux qui se mobilisent activement pour appeler à mettre bas la protection sociale américaine. Alors si on analyse plus en détail cette crise de légitimité, elle s'explique en réalité par le fait que de plus en plus de gens, d'une manière ou d'une autre, sortent du système, prennent leur distance, se sentent moins concernés, soit parce qu'on les a poussés en dehors du système, soit parce qu'ils décident par eux-mêmes de le quitter. Alors je vous donne quelques exemples. Le premier exemple, c'est ceux qu'on prive de prestations. En gros, pour schématiser, le temps est compté, donc je ne rentre pas dans les détails, mais ce sont les plus riches, les plus favorisés. On leur dit, bon bah écoutez, puisqu'on n'a plus assez d'argent pour payer pour tout le monde, comme vous, ça va plutôt bien, vous allez continuer à contribuer par vos cotisations, par vos impôts, mais pour vous, on va moduler un peu à la baisse les prestations puisque vos moyens personnels vous permettent de les payer vous-même. Donc on a une protection sociale qui tendanciellement sert de moins en moins les plus favorisés. La deuxième catégorie de gens qui sortent un peu du système, c'est à l'autre extrémité du spectre, ceux qui ont les revenus les plus bas et à auxquels on dit, bon bah,
Vous, évidemment, c'est très important pour vous d'avoir une protection sociale qui vous couvre contre les principaux risques de l'existence. Mais comme vous n'avez pas les moyens de cotiser ou de contribuer, on va vous affranchir, vous exonérer de cette obligation de cotiser. Et ça se voit en France, notamment depuis le début des années 90, par la politique systématique de baisse des charges, je cite, sur les plus bas salaires, qui transforme effectivement les salariés les plus modestes en non cotisant à la sécurité sociale. Et donc vous voyez comment le fossé se creuse entre ceux qui sont plus favorisés, qui tout en continuant à payer bénéficient de moins en moins des prestations offertes par le système, et ceux qui, parce qu'ils sont pauvres, on les exonère de payer et de cotiser, mais eux, évidemment, ont un besoin critique de continuer à ce que le système existe. Alors ça, c'est l'érosion tendancielle, le fait qu'on sort soit par les prestations, soit par les cotisations du système aux deux extrémités de l'échelle des revenus. Un troisième phénomène, c'est tous les statuts particuliers qu'on multiplie et qui, pour divers motifs, parfois historiques très anciens, les travailleurs indépendants, les agriculteurs, etc., parfois de façon beaucoup plus récente, parce qu'on crée le statut des auto-entrepreneurs, par exemple, ou parce qu'on aménage des formes de travail exonérées dans telle filière, dans tel secteur, dans tel territoire, etc. Bref, il y a tout un tas de gens qui sortent du système, notamment en contribuant beaucoup moins financièrement, et dont la multiplication, en quelque sorte, installe progressivement l'idée que on n'est plus dans la situation où tout le monde paye, tout le monde mutualise ses ressources pour financer le système, mais il y a de plus en plus de gens qui, pour des plus ou moins bonnes raisons, sont en train d'en sortir. Et la dernière brèche, évidemment, qui est assez préoccupante, c'est celle des plus favorisés qui, voyant que de toute façon, ils ne bénéficient pas beaucoup du système, puisqu'on ne leur verse plus des prestations à la hauteur de leur consommation, si l'on peut dire, et bien de plus en plus, avec la mondialisation, avec la globalisation des chaînes de valeur des entreprises, s'organise la sortie du système par le haut des plus favorisés, avec les management packages qui font transiter des rémunérations et des assurances privées par d'autres territoires nationaux, par le Luxembourg, etc. On voit beaucoup ça. Enfin, moi qui ai beaucoup travaillé sur les questions fiscales, c'est des sujets qui sont regardés de très près dans les contrôles fiscaux. C'est d'où sont rémunérés les dirigeants, en général de moins en moins depuis la France, parce que ça permet justement de ne pas voir prélever de cotisations sociales sur leurs revenus. Bref, donc vous voyez que ça fuite partout, sur le versant des cotisations, sur le versant des prestations, avec la multiplication des différents statuts. Et donc ça aggrave la crise de légitimité, et ça aggrave un phénomène qui est longtemps resté marginal, c'est celui des sorties volontaires, c'est-à-dire les gens qui fantasment sur le fait de sortir complètement du système et de pouvoir se débrouiller par eux-mêmes en allant acheter les produits d'assurance sur le marché. Alors je dis c'est longtemps resté marginal parce qu'à l'image de ce site qui s'appelle Je quitte la Sécu, c'est longtemps resté un sujet de fanatiques un peu marginaux, plutôt ultralibéraux, qui par principe rejetaient la notion même de mutualiser des ressources pour se couvrir collectivement contre des risques. Alors quand c'était en quelque sorte une frange de marginaux un peu radicaux, ça n'inquiétait personne. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'on voit se développer dans différents univers des phénomènes beaucoup plus mainstream en quelque sorte de scepticisme fondamental vis-à-vis de la sécurité sociale et de gens qui se disent mais puisque ça marche si mal, puisque ça coûte si cher, puisque ça m'empêche de développer mon entreprise tant il faut payer des charges, etc., est-ce qu'il n'y a pas des moyens juridiques des moyens légaux de sortir du système et de m'affranchir complètement de tout ça. Alors, je vous donne cet exemple d'un site web sur lequel on était tombé, qui avait suscité beaucoup de discussions ici à The Family et dans notre communauté d'entrepreneurs. C'est, vous voyez, un site qui vous suggère que le droit européen permet peut-être de ne plus cotiser au régime d'assurance sociale obligatoire en France et d'aller s'assurer dans un autre pays de l'Union européenne, voire sur le marché. Et donc, ceci vous propose de vous accompagner dans vos démarches pour quitter définitivement la Sécu et larguer les amarres par rapport au système. Alors ça, je l'ai dit, c'est longtemps resté le fait de marginaux un peu fanatiques. Aujourd'hui, ça gagne un monde beaucoup plus mainstream que le monde des entrepreneurs. En fait, les entrepreneurs qui confrontaient la difficulté qu'il y a à amorcer des entreprises, les entrepreneurs, ce n'est pas les entrepreneurs du passé, c'est-à-dire les chefs d'entreprise qui, par principe, veulent rester indépendants, détestent les pouvoirs publics, veulent se débrouiller tout seuls et avoir leur petite PME à eux. Aujourd'hui, les entrepreneurs, c'est de plus en plus de gens parce qu'il y a de moins en moins de travail salarié. Donc, le phénomène de vase communicant est assez évident. Moins il y a de travail salarié, plus les gens sont obligés de créer leur entreprise. Et quand ils créent leur entreprise, ils se convertissent plus ou moins à cette vision des choses qui est que
ils attendent du système qu'il les aide à développer leur entreprise et pas qu'il les couvre contre les risques dont le caractère tangible est tout relatif quand on est jeune et bien portant. Et puis, d'une manière plus générale, au-delà des entrepreneurs eux-mêmes, chez qui cette logique est très très présente, et je dirais d'autant plus présente que ces gens sont effarés quand ils voient comment fonctionne le système. Il faut savoir qu'un entrepreneur du numérique, c'est quelqu'un qui consacre toute son énergie, le jour, la nuit, la semaine et le week-end, à améliorer l'expérience de ses utilisateurs, à créer des expériences qui sont sans cesse plus fluides, plus stimulantes, plus simples, avec des interfaces exceptionnellement designées. Et donc quand ces gens-là lèvent le nez du guidon, sortent de ce travail quotidien d'amélioration de l'expérience et vont faire la queue à la caisse primaire d'assurance maladie ou pointer à Pôle emploi, parce qu'en général, ils sont allocataires de l'assurance chômage, le choc que représente le contraste entre ces deux mondes, entre l'économie numérique fluide et les grandes bureaucraties forcément lestées de leur histoire, de leur poids, de leur complexité, leur est insupportable en fait. Et donc c'est quelque chose qui monte et qui doit nous préoccuper parce que ça ne fait qu'alimenter la crise de légitimité du système. Alors, est-ce qu'on doit considérer ça comme une fatalité? Pas du tout. Il faut au contraire se dépêcher de réfléchir, et c'est un peu ce qu'on fait ce soir, sur quelle est la sécurité sociale de demain, quelle est la protection sociale qui, comme elle a permis le développement spectaculaire de l'économie de masse dans la deuxième moitié du XXe siècle, permettra demain de rentrer dans un âge d'or qui reste à venir de l'économie numérique. L'économie de masse a eu de ses 30 glorieuses, on s'en souvient, ou on en cultive le souvenir en tout cas. L'économie numérique n'a pas encore eu ses 30 glorieuses parce qu'il manque précisément ce bouclage que permet la protection sociale qui organise la redistribution des richesses et la couverture de tous les individus contre les risques. Et la sécurité sociale qu'on avait mise au point pour l'ancien paradigme ne peut pas convenir au nouveau paradigme. Et il faut se dépêcher de l'inventer, celle du nouveau paradigme, pour deux raisons. La première raison, c'est que ça va nous permettre de précipiter l'entrée dans l'économie numérique et de prendre de l'avance sur d'autres nations. Et la deuxième raison, c'est que si on ne le fait pas, on risque de rater la sortie complètement et puis de nous laisser entraîner dans le sous-développement relatif de notre économie par rapport à des pays qui ont pris de l'avance dans l'économie numérique. En gros, le choix qui s'offre à nous, c'est soit on invente la protection sociale qui va bien, comme l'a fait Roosevelt il y a presque un siècle pour l'économie de masse, soit on n'invente rien, on se laisse porter par la crise du système, avec la spirale infernale de la crise de performance et de la crise de légitimité, et on bascule dans le chaos économique et politique, à l'image de l'Argentine du général Perón. Et ça, c'est des choses dont on trouve des traces dans la littérature. Et là, je vous présente deux livres qui ont presque un siècle d'écart. Un livre qui est un grand classique de Karl Polanyi, qui s'appelle La Grande Transformation, qui retrace comment, précisément, la protection sociale, telle qu'elle a commencé à être mise en place aux États-Unis dans les années 30, a été une réponse au chaos qu'avait installé l'attachement doctrinal à l'étalon or et à une vision libérale de la société. Et parce que les individus n'arrivaient plus à s'en sortir, ça créait des tensions, ça faisait monter le Parti communiste, ça excitait un peu la tentation du fascisme, y compris aux États-Unis dans les années 30. Et la protection sociale a mis fin à tout ça en permettant le développement harmonieux. Et un livre beaucoup plus récent qui s'appelle, comme vous le voyez, le titre est très éloquent, Why Nations Fail, insiste beaucoup là-dessus. Il dit que les nations qui prospèrent, qui deviennent les plus riches et qui dominent les autres, sont celles qui se dotent d'institutions dites inclusives, c'est-à-dire des institutions qui maximisent la richesse créée et qui la redistribuent à tous les membres de la société, par opposition aux pays dont les institutions sont extractives, c'est-à-dire des institutions qui organisent la prédation des ressources pour les concentrer dans les mains de quelques-uns. Et ce livre est absolument fascinant. Il est écrit par deux économistes du MIT et il explique sur très longue période des exemples historiques de pays qui étaient très riches et parce qu'ils avaient des institutions extractives ont basculé dans l'extrême pauvreté dans des laps de temps assez courts. Donc rien n'est garanti. Inventer la protection sociale de demain, c'est une condition pour que la France reste un pays développé. Alors, encore pour faire ça, faut-il bien comprendre quel est le paradigme que nous sommes en train de quitter et vers quel paradigme nous amène la transition numérique. Donc j'en ai déjà beaucoup parlé, le paradigme que nous sommes en train de quitter, c'est celui de l'économie de masse, celui des grandes entreprises industrielles qui produisent des très grandes séries de produits standardisés. La matrice de tout ça, c'est l'industrie automobile du début du XXe siècle.
Le fluide qui a irrigué tout ça pendant des décennies, c'était le pétrole, qui est longtemps resté abondant et peu cher. Et puis ici, une photo de Bernard Arnault pour vous signaler que l'économie n'a pas toujours été entièrement organisée selon les principes de la production de masse. Les filières de l'économie se sont converties à ce paradigme les unes après les autres. La première, la matrice, c'est la filière automobile. La dernière à s'être convertie à ce paradigme, c'est la filière du luxe, qui était une filière d'artisans d'art jusqu'aux années 80. Et quand Bernard Arnault a racheté l'Empire Boussac, a réanimé la marque Dior, il a inoculé dans ce vieux métier d'artisan d'art une dose de production de masse en mariant l'artisanat d'art avec la logistique et en créant pour la première fois ce qu'on appelle désormais une industrie du luxe, c'est-à-dire on produit en grande série des produits de luxe. Pourquoi il a fait ça à la fin des années 80-90 ? Parce que la mondialisation permettait d'écouler des grandes séries de produits de luxe, y compris sur les marchés étrangers, alors qu'auparavant, ce n'était pas possible. Et donc, le luxe ferme la marche, et quand Bernard Arnault crée l'empire LVMH, toute l'économie fonctionne suivant les principes du paradigme de l'économie de masse. Là, mais à peine ceci fait, on a commencé à rentrer dans de nouveaux paradigmes. Donc voici aussi quelques instantanés. Dans ce nouveau paradigme, vous avez des nouvelles infrastructures. Les infrastructures essentielles ne sont plus les grands réseaux routiers ou les grands réseaux de transport d'énergie. Ce sont des infrastructures essentielles dans l'économie numérique. C'est Internet, c'est les grandes plateformes de cloud, c'est le GPS, les satellites de l'armée américaine qui nous permettent de nous géolocaliser avec nos mobiles. Tout ça, ce sont les infrastructures essentielles de l'économie numérique. Deuxième chose qui change, c'est l'organisation et la culture des entreprises. On n'a plus des entreprises pyramidales ultra optimisées et cadencées suivant les principes de l'organisation scientifique du travail. On a des entreprises qui se battent suivant des règles radicalement nouvelles. C'est ça qui a inspiré l'idée des barbares attaques. Pourquoi ce sont des barbares ? Parce qu'ils font les choses différemment. Ils conquièrent les marchés différemment. Ils ont un rapport différent à leurs clients. Ils ont une culture de l'innovation beaucoup plus marquée et ça crée des cultures d'entreprise qui n'ont rien à voir avec les cultures des vieilles entreprises industrielles. Et la troisième chose qui change, c'est quelles sont les filières à la frontière de la transition numérique. Le luxe a fermé la marche de la conversion à l'ancien paradigme. Aujourd'hui, les filières qui sont en train de se convertir au moment où l'on parle, c'est celles où Elon Musk a créé des entreprises. En l'occurrence, c'est dans l'automobile, avec Tesla Motors, mais aussi Apple, Google, des entreprises numériques qui s'intéressent à un vieux secteur emblématique de l'ancien paradigme qui est l'automobile. C'est aussi l'énergie, avec une autre des entreprises d'Elon Musk qui est SolarCity, qui déploie des panneaux solaires dans tous les États-Unis et commence à déployer ce qui deviendra demain l'infrastructure énergétique essentielle. Alors, tout ça étant dit, ça nous permet de progresser un peu vers qu'est-ce que sera la protection sociale de demain. Si on comprend bien le paradigme vers lequel on va, on peut déjà inventer et commencer à déployer la protection sociale qui lui conviendra. Il faut battre en brèche avant ça les critiques des gens qui disent que l'économie numérique rejette par principe la protection sociale. Evgeny Morozov est devenu une superstar, non seulement aux États-Unis, mais aussi surtout en France, où on adore les Américains qui disent, enfin, en l'occurrence, il est biélorusse, mais il est quasiment américain. On adore les Américains qui disent du mal des Américains. Donc, il est une superstar chez nous. Et il explique que l'économie numérique n'a pas de réponse collective, que l'économie numérique renvoie violemment les individus à leur isolation et leur propose de se débrouiller par eux-mêmes avec des apps et des services numériques de toutes sortes. La deuxième partie de l'exposé que vous fera Oussama est pour suggérer que ce n'est pas du tout le cas, que l'économie numérique a énormément de réponses à apporter sur qu'est-ce que sera la protection sociale demain. Elle peut bénéficier pour ça des énormes ressources qui restent encore aujourd'hui, même si la protection sociale est en crise. Les ressources de la protection sociale, je voulais juste rappeler ces chiffres avant de laisser la parole à Oussama. Ici, ce sont les dépenses de santé en points de PIB dans 4 grands pays développés. Vous voyez que ça va de presque 10 points de PIB jusqu'à près de 20 points aux États-Unis. La France, c'est 12 points de PIB. Ce sont des centaines de milliards qui sont consacrés chaque année à notre système de santé. Et si on prend toute la protection sociale au-delà des dépenses de santé, c'est 33% du PIB, me rappelait Bruno juste avant qu'on commence, 33% du PIB. Donc ce sont des ressources considérables. On sait que l'innovation, ça coûte cher, la prise de risque, ça coûte cher, inventer des choses nouvelles, ça coûte cher, mais d'une certaine manière, le faire dans un champ auquel on consacre, enfin dans un domaine auquel on consacre déjà autant de ressources, il suffit de divertir une quote-part infime de ces ressources pour propulser les nouveaux régimes, les nouvelles entreprises, les nouvelles coopératives ou les nouveaux systèmes d'entraide mutuelle qui préfigureront la protection sociale de demain.
Mais pour ça, on a besoin des entrepreneurs de l'économie numérique. Bonsoir à tous, je m'appelle Oussama Amar, je suis l'un des 3 cofondateurs de The Family et comme je suis le moins bien coiffé et le plus barbu, je fais les barbares. C'est le rôle qui m'a été dévolu. Alors, comme Nicolas vous l'a présenté, la protection sociale c'est quelque chose qui inquiète, mais pour bien comprendre la transformation de la protection sociale, il faut la remettre dans son contexte. Et le contexte, c'est d'abord le rapport au travail. La protection sociale a été inventée à une époque où industrialisation signifie division sociale du travail. Division sociale du travail signifie protection des gens face à leur carrière et à leur emploi. Or, s'il y a une chose qui s'est transformée et qui est en train de se transformer à une vitesse folle, c'est le rapport des gens au travail. Les gens cherchent de moins en moins un travail, ils cherchent de plus en plus une raison d'être. Et ça a une implication très forte sur la façon dont ils conçoivent et construisent leur carrière. La première chose, c'est que l'emploi à vie a disparu. L'idée qu'on va rejoindre une entreprise toute sa vie, qu'on va y rester, y bâtir toute sa carrière, ça n'a plus de sens, ça ne fait plus rêver personne. Deuxième chose, c'est que l'emploi salarié est un emploi en décroissance. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de salariés, mais ça veut dire que tendanciellement, il y a des nouvelles formes de travail qui sont en train d'apparaître. L'entrepreneuriat en est une. De plus en plus de gens veulent être entrepreneurs. The Family, l'endroit où vous êtes aujourd'hui, en est l'exemple parfait. On reçoit tous les mois plus de candidatures que le mois précédent. Et tous les jours, des pans entiers de la société veulent devenir entrepreneurs. Je pense qu'il y a autant de gens qui veulent devenir aujourd'hui entrepreneurs que rockstars. C'est pour dire à quel point c'est à la mode. Mais les entrepreneurs, ce n'est pas la seule forme de travail qui caractérise cette économie. Vous avez aussi l'emploi à la demande. Si vous prenez un chauffeur Uber n'est pas un salarié d'Uber. C'est un indépendant qui contracte avec Uber une prestation d'apport clientèle et qui rend un service dans les conditions et les clauses définies par Uber. Donc aujourd'hui, finalement, le travail s'est transformé alors que la protection sociale est restée figée. Les formes de travail se sont diversifiées alors que la forme de protection sociale reste la même. Et d'ailleurs, en France, c'est assez symptomatique. On le voit avec un statut, qui est le statut de l'auto-entrepreneur. Alors c'est quoi l'auto-entrepreneur? C'est l'entrepreneur précaire. C'est un mot beaucoup plus descriptif de ce qu'est un auto-entrepreneur. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que c'est des gens qui peuvent gagner assez d'argent pour que ce soit intéressant, mais pas assez pour payer des cotisations sociales. Donc on leur a créé un statut, on leur permet de gagner une certaine somme par an en les déchargeant de toute cotisation sociale, parce que finalement leur statut et la quantité d'argent qu'ils peuvent produire et la valeur qu'ils peuvent produire n'est plus suffisante pour participer à l'effort collectif de protection sociale. Alors, cette révolution du travail, elle s'accompagne par une autre chose, c'est l'intolérance bureaucratique. Alors, on a eu la chance en France d'avoir des ministres représentants de ça, de la phobie administrative. Ça a fait rire beaucoup de gens, j'en vois même qui sourient dès que je prononce ce nom. Mais je peux vous dire qu'à The Family, on a eu une empathie énorme pour ce pauvre Thévenoud, parce qu'on comprend ce qu'il vit et on comprend cette phobie administrative étant au front auprès des entrepreneurs tous les jours à gérer ce calvaire administratif qu'est la France. Alors, la France n'a pas le monopole du calvaire administratif. En France, souvent, quand on dit que la France est un calvaire administratif, on dit aux États-Unis, c'est vachement mieux. Non, alors, pour avoir vécu aux États-Unis, je paye encore mes impôts là-bas, catastrophe. Je n'ai toujours pas compris comment m'enlever des impôts américains. Tout est un enfer administratif, que vous soyez aux États-Unis, en France, où que vous alliez. Finalement, l'administration, par design, n'est pas quelque chose qui fonctionne bien. Et alors, pourquoi les gens sont de moins en moins tolérants à ça? Il y a 3 raisons structurelles. La première, c'est comme on l'a vu, comme le rapport au travail a changé, la complexité de la gestion administrative de ces nouvelles formes de travail ne rentre pas dans les cas standards. Si vous êtes salarié, plus auto-entrepreneur, plus brocanteur le dimanche, bon courage avec votre déclaration d'impôt. D'un seul coup, vous allez découvrir des cases qu'avant, seuls les experts en optimisation fiscale connaissaient. Mais d'un seul coup, vous, avec vos 30 000 euros par an, vous devez les maîtriser aussi bien qu'un comptable qui était payé 30 000 euros pour faire une déclaration comptable. Donc vous voyez, il y a un petit problème d'offre et de demande. La deuxième chose, c'est que les gens sont de plus en plus habitués. Nicolas le disait tout à l'heure, les entrepreneurs passent leur vie à inventer des expériences utilisateurs correctes et donc ils sont de moins en moins tolérants
vis-à-vis des expériences utilisateurs incorrectes. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que vous tous, vous êtes de plus en plus habitués aux expériences utilisateurs incroyables. Prenons le cas des taxis et d'Uber. Pourquoi G7 est tellement passé à côté de la révolution Uber? Parce que G7 a pensé que la valeur de Uber était dans l'application. Ils se sont dit, c'est des gens, ils ont fait une app, on va faire une app, et ça va nous permettre de concurrencer Uber. Ils ont fait une app, et le problème n'est toujours pas résolu. Parce que la valeur d'Uber, elle n'est pas dans l'app, elle est dans le service client, elle est dans le process de formation du chauffeur, elle est dans tout ce qui est invisible et que vous ne voyez pas, qui fait qu'il y a toujours une bouteille d'eau dans la voiture, que le type est toujours sympa, et il n'est pas structurellement sympa parce qu'il a été formé pour être sympa, il est structurellement sympa parce que structurellement, il a peur de se faire virer. Et c'est la grande différence entre un G7 ou un Uber, c'est que Uber a un pouvoir sur ses chauffeurs, la G7 ne l'a pas. Et ça, en fait, le fait que de plus en plus d'entreprises aient mis le client au centre de leur démarche, de plus en plus de gens exigent ce genre d'expérience dans tous les domaines de leur vie. Par exemple, récemment, on a eu le malheur, à cause d'une de nos associées, de finir aux urgences, et on a remarqué qu'il était plus simple de suivre un colis Amazon qu'un proche aux urgences. Vous trouvez que c'est acceptable? Vous pensez que ça va durer très longtemps? Évidemment que quand les gens vivent ce genre de frustration où ils se disent « quand j'achète quelque chose sur Internet, je sais étape par étape qu'à Cincinnati, quelqu'un a touché mon colis à 9h13, mais que je ne peux pas savoir qui a fait une prise de sang à qui et à quelle heure à mon proche », ça, vous l'acceptez une fois, deux fois, mais ça finit par créer une rage telle chez les utilisateurs qu'il y a une sorte de lutte invisible qui se fait contre ces services. Et alors, le fait de vouloir quitter la Sécu, c'est à la fois un mouvement politique. Alors oui, il y a des excités ultra-libéraux qui sont contre l'État. Mais il y a quand même énormément de gens qui rêveraient de quitter la Sécu simplement pour avoir le plaisir d'appuyer sur un bouton. Et ces gens-là sont en croissance, ils ne sont pas en décroissance. Parce que notre capacité à supporter le monde, je ne trouvais pas de mot poli en fait, notre capacité à supporter le monde administratif est de plus en plus faible. Et la troisième raison, c'est que mine de rien, les administrations, qu'elles le veuillent ou pas, vivent en dehors du marché. Elles peuvent se dire qu'elles ont des grands plans de DSI, elles peuvent se dire qu'elles ont des informaticiens qu'elles ont recrutés sur concours, elles peuvent se dire que tout ça finira par trouver une solution et on finira par faire des logiciels. Le problème, c'est que le talent aujourd'hui, et ces talents-là, ne rêvent pas de travailler pour l'administration, ils rêvent de travailler pour Google ou Facebook. Et si aujourd'hui, les meilleurs talents vont pour ces entreprises-là et plus dans l'administration, ça veut dire que l'administration est, en termes d'ADN, déficitaire par rapport aux besoins que cette économie pose. Alors, dans le même temps, toutes ces questions-là intéressent énormément les sociétés de la Silicon Valley. Par exemple, quelque chose qui nous a choqué à The Family, quand le dernier iPhone est sorti, toute la presse a titré « Apple sort un iPhone avec un plus grand écran ». Et personne n'a titré « Apple vient de lancer une app médicale ». Or, Apple est devenue une société médicale. Une société médicale qui a des partenariats avec les 600 plus grandes universités dans les sciences, avec les 300 plus gros labos, et qui est en train de récupérer toutes ces datas pour les mettre à disposition gratuitement des chercheurs à travers le monde. C'est leur annonce de la semaine dernière. Ça, ce n'est pas anodin. Et à différentes échelles, la santé, l'assurance, etc., intéressent tous ces GAFA qui font tellement peur en France pour une raison fondamentale, c'est qu'ils voient bien que ces services sont une opportunité de marché énorme. 33% du PIB en France, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de business captant autant de valeur et permettant de produire autant de valeur. Une infime fraction de cette valeur peut produire des business à plusieurs milliards. Et cet intérêt, il n'est pas simplement pro bono, cet intérêt, il est profondément économique. Parce que pour la première fois, des sociétés ont capté tellement de data sur les gens, ont un tel alignement sur ces sujets-là, qu'elles peuvent faire des choses qu'aucun organisme public ne peut faire. Aujourd'hui, Apple en sait plus sur la santé des gens avec leur app de santé que n'en saura n'importe quel institut d'épidémiologie dans le monde. Pointe. Il n'y a rien à rajouter derrière cette phrase. Et cette puissance-là, qui est une puissance qui s'apparente au public, qui avant était le monopole du public, qui avant était l'apanage du public, et aujourd'hui dans les mains de sociétés privées, qui, qu'on le veuille ou non, s'intéressent à ces sujets. Et ils ne s'y intéressent pas d'une façon locale. Quand Apple lance son app de santé, il ne la lance pas aux États-Unis, il la lance dans les 180 pays où ils sont développés. Cette différence d'échelle est très importante. Et en plus, pour le coup, cette différence d'échelle dans les questions de santé, elle s'appuie avec une législation qui est plutôt favorable parce que les États-Unis ont un déficit concernant les politiques de santé.
Le fait que les politiques de santé américaines soient tellement catastrophiques a été une opportunité incroyable pour Obamacare, parce que Obamacare, ce n'est pas simplement une politique de santé, c'est aussi des milliards de dollars investis dans la data, la big data, les apps de santé et tout ce qui concerne l'écosystème autour de la santé. Prenez par exemple le plan de Precision Medicine. Qui a entendu parler de ça, Precision Medicine? Donc c'est le grand plan à... Alors, infidèle, c'est le grand plan à plusieurs centaines de millions de dollars que Obama vient de lancer avec une idée toute bête. C'est que Obamacare avait produit tellement de données que ces données vont rencontrer l'ensemble des diagnostics et l'ensemble de ce qui constitue aujourd'hui la valeur de la médecine, à savoir le diagnostic et non plus le traitement. Et ça allait permettre de créer enfin une médecine personnalisée. Et l'État américain allait financer de toute sa puissance et de tous ses moyens l'émergence d'une médecine personnalisée. C'est quoi l'idée sociale derrière une médecine personnalisée? L'idée sociale derrière une médecine personnalisée, c'est que si on arrive à personnaliser les traitements, si on arrive à faire en sorte que les gens aillent mieux, non pas parce qu'on les soigne, mais parce qu'on prévient la plupart des maladies qu'ils pourraient avoir, imaginons que je sache dans cette pièce qui a le marqueur génétique du cancer. Et imaginons que simplement à ces gens-là, je puisse leur donner une alimentation correcte et équilibrée. Imaginons maintenant que grâce à ça, les gens ayant ce marqueur n'ont pas de cancer, mais seulement 10% d'entre eux ont un cancer. Vous imaginez l'impact direct sur les comptes publics de la sécurité sociale? D'un seul coup, aujourd'hui, si vous prenez les cancers, c'est ce qui coûte le plus cher en termes d'hospitalisation. Si vous arrivez à permettre aux gens de s'épargner un cancer grâce à la data, grâce à la technologie, ça vaut le coup d'investir en amont dans la prévention. Et vous voyez, on est en train de vivre une sorte de shift que les gens ne voient pas trop dans le domaine médical. C'est qu'on est en train de passer d'un monde où la valeur était dans le traitement à un monde où la valeur est dans le diagnostic. Mais si la valeur, elle est dans le diagnostic, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mine de rien, aujourd'hui, des gens qui ne sont pas des médecins, qui sont des acteurs technologiques, vont pouvoir fournir à l'échelle, at scale, comme on dit at the family, vont pouvoir fournir des technologies qui permettront de faire ces diagnostics en masse et qui auront un tel impact sur les dépenses de santé que la protection sociale peut changer d'horizon. Et ça s'appuie sur un phénomène tendanciel que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais pourtant il est là, c'est la baisse tendancielle des coûts de production. Tout coûte de moins en moins cher à produire, dans toutes les industries, dans tous les domaines. Les technologies sont exponentielles. Je pense que le gros problème, c'est qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire exponentiel. Par exemple, prenons comment les gens imaginaient le monde dans les années 80 quand ils parlaient de l'an 2000. Je pense que vous avez tous vu Retour vers le futur. Personne n'a imaginé Facebook ou Twitter dans Retour vers le futur. Ce qu'on a imaginé, c'est des pizzas en 3 minutes et des voitures qui volent. Bon, on n'a ni pizza en 3 minutes, ni voiture qui vole. Par contre, on a Facebook, on a 1 milliard d'êtres humains connectés sur la même plateforme. Qui aurait pu imaginer au moment de Retour vers le futur qu'une entreprise aurait 1 milliard de quoi que ce soit? 1 milliard de clients connectés tous les jours sur Facebook. C'est un changement de paradigme. Ce changement de paradigme n'était pas là il y a 10 ans. Imaginez dans 10 ans. Vous vous rendez compte qu'à peu près tous les gens là qui sont en train de tweeter dans la salle sont en train de tweeter sur un service qui n'existait pas il y a 10 ans. Imaginez ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Et c'est ça, en fait, le sujet. Le sujet, c'est qu'une exponentielle, chacun des pas est plus important que les pas précédents. Le progrès dans les 10 prochaines années ne va pas être linéaire par rapport au progrès qu'on a vécu dans les 10 dernières années. Il va être d'autant plus important. Et encore plus dans les 10 ans qui viennent. Vous imaginez, dans 20 ans, j'aurai 48 ans, et il est fort probable que le monde dans lequel on vit ne ressemblera à rien du monde dans lequel on vit actuellement. Le problème, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas voir vers quoi on va. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'est-ce qui, dans notre présent, va être en rupture par rapport à ces changements-là. Et ce qui est sûr, c'est que notre notion de protection sociale, cette notion de sécurité sociale, peut-être ne sera pas un problème si grave, peut-être que les retraites ne seront pas un problème si grave, parce que tout va baisser. Prenons par exemple les coûts de construction. Aujourd'hui, tout le monde se concentre dans les villes, et la grande tendance semble être que finalement, les gens vont de plus en plus se concentrer dans les villes. Donc on a un problème de foncier. Par définition, si on est de plus en plus d'habitants sur Terre et que de moins en moins de gens veulent vivre à la campagne, par définition, le prix des biens immobiliers va augmenter. Maintenant, imaginons 2 changements de paradigme ensemble. Le premier, c'est imaginons que je vous dise qu'on peut imprimer une villa pour 30 000 $. Tout compris, peinture inclus.
je ne suis pas en train de vous dire une maison en carton, non, une villa charmante, avec une piscine et tout ce que vous voulez, pour 30 000 $, électricité inclus. Est-ce que ça paraît être un rêve? Aujourd'hui, une société le fait déjà. Aujourd'hui, il y a une société en Afrique qui fabrique des maisons 3 pièces pour moins de 10 000 €. Et c'est des petites imprimantes de béton qui viennent et qui impriment une maison. Ensuite, il y a des robots qui viennent et qui peignent la maison. Et ensuite, il y a des gens qui viennent mettre l'électricité. Parce que c'est moins cher de faire l'électricité à la main que par un robot. Vous imaginez, on ne parle pas du futur, on parle du présent. Maintenant, imaginons un deuxième changement de paradigme. Imaginons que Google Self-Driving Car fonctionne. Et que donc vous avez sur l'autoroute des voitures autonomes qui roulent à plus de 300 km/h, qui sont parfaitement sûres et qui vous permettent d'aller de Paris à Tours, par exemple, en moins de 50 minutes sur l'autoroute pour moins de 10 €. Vous voyez ce que ça change comme rapport à l'urbanisme? Vous pourrez vivre à Tours en étant à Paris. Et vous pourrez assister au Barbaratak et commander une self-driving car et rentrer. Ça peut paraître être de la science-fiction. Aujourd'hui, il y a 200 self-driving cars qui sont opérationnels à San Francisco. 200 aujourd'hui. Ce n'est pas le futur, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Et au Nevada, elles ont le droit de rouler sur l'autoroute. Pas en Californie, ils ne sont pas fous. Ne jamais faire confiance à la première version d'une technologie. Conseil d'amis. Mais vous voyez, et donc, maintenant, imaginons que vous vouliez régler la crise du logement. D'un côté, vous pouvez vous dire la solution, c'est le logement social. De l'autre, vous pouvez vous dire peut-être qu'il va y avoir des changements de paradigme tels que la crise du logement va être reçue. Et finalement, si vous regardez un peu l'histoire avec un peu de perspective, toutes les technologies ont toujours amené les gens à pouvoir vivre comme la classe supérieure une génération d'après. Si vous prenez la façon dont vivaient les nobles à la Renaissance, les nobles à la Renaissance ne chauffaient pas eux-mêmes leur maison, ils ne lavaient pas eux-mêmes leur linge, ils avaient des gens qui cuisinaient pour eux. Et bien aujourd'hui, vous pouvez vivre comme un noble de la Renaissance pour à peine 5 000 € par mois. Aujourd'hui, si vous voulez tout automatiser chez vous, avoir une femme de ménage, une cuisine à domicile, etc., ça coûte à peu près 5 000 € par mois. Imaginez que maintenant, ça coûte moins de 1 000 € par mois. Vous voyez vers quel monde on va? On va vers un monde où finalement, le paradigme du 20e était une erreur. Le paradigme du 20e siècle, c'était que parce qu'on a besoin d'aller en masse, on doit réduire la qualité. Le paradigme du 21e siècle, c'est que la masse et la qualité sont amies, elles s'accompagnent. Quand vous prenez Uber Pop, qui est la version la plus cheap d'Uber, vous avez exactement le même service client que si vous prenez Uber Berlin. Avant, le service client était réservé au fait d'aller dans un hôtel 5 étoiles. Imaginez que maintenant, quand vous alliez dans un Ibis, le concierge soit meilleur qu'un concierge humain. Parce que le checking est... On peut rêver là. Le checking est facile, parce que tout se passe bien dans l'hôtel. Bah, même les hôtels vont finir par comprendre comment faire ça, même eux. Donc si eux comprennent et si tous les autres comprennent, vous voyez bien que l'expérience utilisateur va être le cœur de cette économie numérique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mine de rien, nous on pense que le grand malentendu, c'est de ne pas comprendre quelle est la protection sociale réelle de cette génération. Cette génération ne va pas avoir besoin d'une protection sociale qui est orientée vers des droits financiers, même s'ils vont être importants. Prenons le chauffeur Uber dont je parlais tout à l'heure. Finalement, le chauffeur Uber, il n'a pas simplement besoin d'une assurance chômage s'il se fait virer. Il n'a pas simplement besoin d'une assurance maladie s'il est malade. Ça, c'est le niveau zéro de la protection sociale au XXIe siècle. La vraie protection sociale dont il a besoin, c'est une protection algorithmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que les gens ne voient pas, c'est que la puissance algorithmique est en train d'être concentrée par ces sociétés-là. Uber, aujourd'hui, c'est à quelle heure, qui va être où, quel chauffeur a besoin de travailler où, et tout est orienté dans leur intérêt. Maintenant, imaginez qu'un chauffeur, grâce à la puissance algorithmique qui pourrait être mise à sa disposition par une assurance, sache que travailler le samedi entre 21h et 23h est la meilleure façon d'optimiser ses revenus. D'un seul coup, ça va embêter Uber parce qu'ils vont tous travailler à ce moment-là. Et parce qu'ils vont tous travailler à ce moment-là, Uber devra trouver des incitations économiques pour les faire travailler en dehors des rushs. Donc vous voyez, le grand sujet aujourd'hui, ce n'est pas simplement de protéger les gens contre la puissance financière de ces entreprises-là. C'est aussi de les protéger contre l'intelligence que ces sociétés bâtissent par la data. Or, cette puissance, elle est prise en charge. Par exemple, il y a une société qui s'appelle Intuit, qui a compris ce segment de marché qui était les chauffeurs Uber, et qui permet pour la première fois à un chauffeur Uber, sous le point de vue de la comptabilité, de calculer son net de net. Parce que quand vous êtes chauffeur Uber, vous recevez de l'argent.
Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que coûte votre voiture, votre entretien, votre location, vos taxes, votre compliance, votre comptable et tous les frais afférents. Donc vous avez énormément de mal à comprendre. Intuit est en train de lancer un logiciel où vous vous connectez votre compte professionnel Uber, ça prend toutes les datas, ça fait toute votre compta automatiquement et gratuitement. Et tout ça pour un prix modique par mois. Vous savez exactement quel est votre net de net. Dans toutes les villes où Intuit est en train de se lancer, les types renégocient leur salaire avec Uber. Bah oui, parce que d'un seul coup, ils ont pris conscience de quelque chose qui était flou avant. Et vous voyez, cette puissance algorithmique est une opportunité de marché. Intuit, ils ne font pas ça par bénévolat ou par bon sentiment. Ils font ça parce qu'aujourd'hui, Uber, c'est 500 000 chauffeurs dans le monde. Ils vont bientôt passer à 1 million de chauffeurs dans le monde. Ils risquent d'être 5 millions de chauffeurs dans moins de 5 ans. Et donc, vous imaginez l'opportunité de marché. Imaginez 5 millions de personnes qui payent chacune 10 $ par mois pour leur compta. On vient de vous créer une boîte à 600 millions par an. Ce n'est pas un petit business. C'est une très, très grande opportunité. Et c'est à peu près vrai dans tous les domaines de domaine d'économie. Tous ces domaines-là, en fait, nécessitent de la puissance algorithmique comme nouvelle forme de protection sociale. Et alors, le dernier point que j'aimerais aborder, c'est que très souvent, la critique envers les entreprises numériques est de dire finalement, imaginons qu'une assurance privée se lance et qu'un Google se lance dans l'assurance, il préférera assurer des gens beaux, jeunes et en bonne santé plutôt que des vieux en mauvaise santé et insupportables. Et donc, le sujet, c'est que les gens ne voient pas que ces entreprises ont quand même une caractéristique économique nouvelle. C'est que ces entreprises ne sont pas dans une guerre de parts de marché. Tout ce que vous avez appris sur les avantages comparatifs, sur la théorie économique classique, sur les duopoles, oligopoles, etc., est faux. La seule chose qu'une boîte du numérique essaie de bâtir, c'est un monopole. Parce que toutes les boîtes du numérique sont fondées sur une idée simple, c'est les effets de réseau. Et les effets de réseau battent toujours la sélection du risque. Parce que même en prenant des clients pas rentables, le fait de les dominer et de les avoir en masse, ça fait une barrière à l'entrée énorme. Pensez Bouygues contre Free. Pourquoi Free ou tous les autres? Pourquoi Free existe? Parce que Orange et Bouygues, ils baissent leur prix le jour où Free se lance. Mais si leur prix était déjà avec une vocation de monopole, imaginez que les dirigeants de Bouygues et Orange s'étaient dit on ne veut pas 20% du marché, mais on veut 100% du marché. Free ne serait jamais apparu. Parce que par définition, l'opportunité entrepreneuriale de Free, c'est de voir que des gens ne sont pas efficaces et parce qu'ils se partagent un marché, ils ont des marges déraisonnables et leur marge est une opportunité entrepreneuriale. Faites ça multiplié par toutes les industries. Dites-vous qu'à chaque fois que quelqu'un ne fait pas son travail au plus haut niveau de qualité, quelqu'un viendra dans cette brèche. Et quand il viendra dans cette brèche, il peut renverser le marché très facilement. C'est arrivé dans la musique, c'est arrivé dans les télécoms, ça va bientôt arriver dans le bâtiment, c'est en train d'arriver dans la santé, c'est en train d'arriver dans l'agriculture. Il n'y a pas un domaine qui va être épargné par la transformation numérique. Et pourquoi? Parce que transformation numérique égale opportunité entrepreneuriale. Parce qu'à un moment, le fait de venir et de prendre tout le monde, c'est la seule façon de réussir à dominer un marché. Et la seule façon de survivre dans ces économies numériques, c'est d'être en dominance sur son marché. Parce que la caractéristique finale de ces monopoles, c'est que le problème, c'est que c'est des géants en pied d'argile. Aujourd'hui, si vous êtes dirigeant de Google, vous êtes inquiet, par exemple. Prenons l'exemple de Google. Google a bâti un monopole dans la recherche. L'existence même de la recherche est en train de disparaître. Les gens cherchent de moins en moins sur Google. Ils utilisent de plus en plus des apps. Ils ont raté le virage du mobile. Ce virage est en train de leur coûter leur business en entier. Et ce n'est pas une blague, parce que des business qui se construisent aussi vite se détruisent encore plus vite. Prenez Facebook, ils ont raté Snapchat. C'est un sujet majeur chez Facebook, Snapchat. Ce n'est pas un sujet anodin. Et Snapchat va peut-être se faire détruire par je ne sais pas qui après. Et donc, aujourd'hui, ces monopoles sont des constructions à la fois extrêmement puissantes, mais extrêmement fragiles. Parce que les effets de réseau sont bénéfiques lorsqu'ils sont en votre faveur, mais ils sont vraiment destructeurs lorsqu'ils partent. Un réseau en décroissance, c'est un réseau qui n'a plus de valeur. Pensez réseau du téléphonie fixe, c'est devenu une commodité. Pourquoi? Parce que c'est en décroissance. Merci beaucoup.